Petit disclaimer, cet épisode s'intéresse aux problématiques rencontrées par tout ingénieur pédagogique exerçant son activité dans l'enseignement supérieur. Si vous êtes ingénieur pédagogique et que vous vous retrouvez dans les problématiques que nous allons évoquer très prochainement, sachez qu'un dispositif de formation et d'accompagnement est à votre disposition dans la description de cette vidéo. Très bon visionnage. Julien, bienvenue. Est-ce que tu pourrais très vite fait te présenter et ensuite on embraye sur cette discussion fort intéressante. Super. Merci Dylan en tout cas pour l'invitation. Donc je suis Julien Maurice. Je m'occupe en fait aujourd'hui d'un petit service de pédagogie donc à IMT Business School, donc Institut Mines Télécom Business School. C'est une école de commerce en fait située en région parisienne, hein, dans le secteur d'Évry. Et finalement à côté de ça, donc je produis un peu de contenu, un petit peu moins d'ailleurs ces temps-ci. Et j'anime aussi des communautés, notamment la communauté des talents pédagogiques, euh, toujours sur ces questions liées un petit peu de près ou de loin à la pédagogie. Et puis aujourd'hui, bien sûr, avec une grosse composante IA, hein, puisque c'est un petit peu aussi le cœur du métier, je trouve, aujourd'hui en tous les cas. Donc voilà, moi, je me définirais comme une personne qui un bricoleur entre guillemets qui aime bien un petit peu tester différentes choses, en fin de compte, et surtout d'expérimenter vraiment concrètement aussi, à la fois sur des aspects euh, technologiques, parce que j'aime bien en fait aussi tout ce qui est un petit peu technique entre guillemets et pédagogique. Et d'ailleurs c'est vrai que c'est une vraie question quand on devient aussi manager. Parfois il y a des personnes qui font le deuil justement de cet aspect pratico-pratique et qui vont justement plutôt faire du management. Et moi, je dirais que je suis plus dans un profil qui reste encore terrain. Et c'est quelque chose auquel je tiens aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très bien, ça me va très bien d'avoir une équipe relativement modeste aussi à accompagner aujourd'hui. Et voilà un petit peu pour me présenter rapidement. Ah, ce qui est très bien, c'est que tu as directement parlé de ce que tu aimais, du côté terrain, de l'activité. Et justement, le gros sujet qu'on a aujourd'hui, c'est de traiter finalement la vaste question de l'identité professionnelle de l'ingénieur pédagogique dans l'enseignement supérieur. Et donc, avant de rentrer dans les différentes problématiques auxquelles on peut être confronté lorsqu'on exerce ce métier, est-ce que Mhm. tu pourrais définir un petit peu le contexte complexe ou compliqué que tout ingénieur pédagogique doit avoir en tête finalement lorsqu'il exerce dans l'enseignement supérieur? Ouais, c'est une bonne question effectivement, parce on avait échangé un petit peu hors antenne entre guillemets. Moi, un problème que j'ai pu repérer dans le cadre voilà, de différentes missions que j'ai pu effectuer à droite et à gauche, hein, j'ai rencontré beaucoup d'ingénieurs pédagogiques et il y a des ingénieurs pédagogiques très épanouis dans leur métier. Enfin là, on parle plutôt pour le coup, moi je connais plus l'enseignement supérieur. Alors, j'en connais également qui travaillent plus comme freelance, etc. Mais je dirais que c'est peut-être un autre contexte. Mais dans l'enseignement supérieur spécifiquement, j'ai remarqué un petit peu deux types de profils. Il y a des donc, personnes très épanouies qui vont avoir une forte capacité à prendre l'initiative, à être autonomes, un peu des passionnés. Et je trouve que ça correspond bien justement, enfin ce profil-là correspond bien, je trouve, à l'enseignement supérieur, euh, parce que j'ai vu aussi d'autres profils qui vivent peut-être plus difficilement le côté justement, l'environnement de l'enseignement supérieur, où des personnes sont peut-être moins passionnées, je dirais, puis je dirais vont moins par elles-mêmes prendre des initiatives. Et le risque par rapport à ce type de profil-là de l'enseignement supérieur, c'est que parfois, il n'y a pas toujours, on va dire, de l'activité qui va découler automatiquement quand on est ingénieur pédagogique. Les personnes ne vont pas forcément spontanément venir vers nous. Et il peut y avoir parfois ce que j'ai pu remarquer, hein, des personnes qui, je dirais, sont limite en bore-out, hein, comme on pourrait le dire, sur, en tout cas sur des, pas,
sur des temps spécifiques, toi? Parce qu'en fait, souvent, les ingénieurs pédagogiques vont être recrutés, par exemple, sur des appels à projets, tu vois? Donc il va y avoir un financement, ils vont, pourquoi pas, voilà, faire des choses très concrètes et puis parfois, les choses mettent beaucoup plus de temps à se mettre en place. Les financements sont pas encore là, les recrutements sont déjà faits. Enfin, il peut y avoir énormément de choses qui peuvent se passer. Il peut y avoir des changements de politique aussi, des changements de direction. Les projets peuvent varier vraiment d'un mois sur l'autre, je dirais. Et c'est vrai que si jamais on attend trop, on est trop attentiste sur des tâches qui pourraient nous arriver comme ça de manière spontanée, parfois ça peut être une posture un petit peu difficile à vivre. Donc ça, c'est ce que j'ai pu, moi, je m'en suis rendu compte en discutant avec les gens finalement. Et encore une fois, il y a vraiment 2 types de profils et ben, quand tu parles d'environnement, complexe, par rapport à l'enseignement supérieur, bah, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, la place de l'ingénieur pédagogique dans l'établissement. Est-ce que, par exemple, il est vraiment, reconnu comme étant une composante essentielle? Par exemple, est-ce qu'il prend part aux discussions avec la direction, tu vois, sur, je sais pas, la formation d'une manière générale ou sur même des projets un petit peu annexes qui sont pas forcément liés à la pédagogie? Ou est-ce que c'est vraiment un service qui est là pour accompagner les enseignants, mais juste sur des problématiques plutôt technopédagogiques comme, voilà, le classique, Moodle entre guillemets, tu vois? Gérer des choses un petit peu très pratico-pratiques et ça aussi, ça va fortement impacter les missions de l'ingé-péda. Donc, bien sûr, dans l'idéal, ben, l'idéal, c'est d'être positionné, on va dire, je dirais au plus proche de la direction des formations ou, voilà, de manière à pouvoir vraiment, collaborer de manière plus macro aussi, à la construction des formations, des dispositifs, de l'accompagnement et cetera et pas forcément que sur un aspect très technique, et ça peut être un biais aussi, heu, de prendre l'ingénieur pédagogique comme je dirais un technicien haut de gamme si on veut, et pas forcément sur sa dimension, pédagogue, sur sa dimension, de force de proposition, et voilà, ça c'est aussi un autre aspect important, le positionnement de l'ingénieur pédagogique dans la structure et ça, c'est vrai que ça peut varier d'une structure à l'autre. Mmh. Ah, tu as dit beaucoup, beaucoup de choses. Alors, si je devais résumer dans un premier temps, donc, la complexité du contexte dans l'enseignement supérieur, c'est que déjà, comme tu l'as dit, l'environnement n'est pas pensé pour un ingénieur pédagogique. C'est-à-dire que tout n'a pas été orchestré pour son arrivée, pour son intégration, et que c'est finalement à lui d'essayer de trouver sa place dans un univers, dans un contexte bien établi, bien structuré. Quand je dis bien structuré, c'est déjà établi. Le bien, ça dépend beaucoup de l'interprétation de chacun. Donc, finalement, il arrive dans un univers où personne l'attend, personne ne sait qui il est, et par conséquent, personne ne voit ce qu'il peut apporter. Ensuite, tu as amené une distinction qui est justement qui tient au rapport que l'ingénieur pédagogique entretient avec son métier. Est-ce qu'il le voit comme un métier passion ou comme un métier, allez, j'allais pas dire alimentaire au sens stricto sensu, mais dans lequel il ne souhaite pas en fait y dédier sa vie, ce qui est tout à fait entendable. Et que ce qui serait et qu'ensuite tu as amené d'autres considérations, c'est-à-dire que à côté du contexte et du fait que l'ingénieur pédagogique n'est pas connu, n'est pas attendu et n'est pas souhaité, que l'ingénieur pédagogique a son propre positionnement, eh bien, en fonction de son mode de recrutement, à savoir s'il est affecté dans un service central ou dans une composante sur un projet spécifique, il va avoir une mission, un ensemble de missions très spécifiques. Et de ces missions très spécifiques vont découler une certaine image, une certaine représentation. OK. Mais Mmh. alors, la question qui me vient à l'esprit, tu as mentionné vite fait un bore-out. Parce que, et ce qui se justifie en fait avec tout ce que tu viens de dire, comment toi, par exemple, en tant que chef de service, tu te positionnes et tu positionnerais ton équipe pour ben, limiter finalement ces phases de bore-out, limiter en fait ces temps où les ingénieurs pédagogiques sont très peu sollicités ou Mmh. sont sollicités pour, entre guillemets, des mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons
plus techniques que réellement pédagogiques, ou alors des raisons techniques déconnectées de toute préoccupation pédagogique? Je sais Ouais. pas si c'est clair. Ouais, c'est une très bonne question. Juste avant de répondre, c'est vrai que moi, souvent, ce que je dis, et même si ça fait un peu, c'est une vieille publicité qui existait, qui disait à vous d'inventer la vie qui va avec. Je pense que c'était une pub pour Renault, un truc comme ça. Et je trouve que pour l'ingénieur pédagogique, c'est un peu la même chose, hein. En fait, si de mon point de vue, tu as un poste d'ingénieur pédagogique, tu recrutes une personne, eh bien, son poste va vraiment se calquer sur cette personne en quelque sorte. Je trouve que c'est la personne qui fait le poste, contrairement à d'autres métiers où vraiment on va être embauché sur des missions très précises. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, de ce que j'ai expérimenté, j'ai fait 4 ou 5 déjà établissements et j'ai remarqué que c'est souvent l'ingénieur pédagogique qui va vraiment façonner son poste. Ça veut dire qu'en fin de compte, la conclusion de ça, c'est qu'on a, je pense, une marge de manœuvre qui est quand même très importante au final et que mon conseil pour un ingénieur pédagogique, c'est de pas trop être focalisé sur sa fiche de poste, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, on va avoir tendance à se dire, voilà, j'ai une fiche de poste, je dois faire telle mission. De mon point de vue, c'est intéressant d'avoir une fiche de poste qui est bien, voilà, qui est bien ficelée, ça, j'ai pas de souci là-dessus. Mais de toute façon, ça va être à soi en tant que personne de finalement d'impacter sur son environnement avec ses compétences, avec ses capacités humaines, avec ses envies, etc. Et on va souvent façonner la mission. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble très important à préciser. Et après, effectivement, sur les trucs et astuces, entre guillemets, on peut éventuellement, pour les auditeurs, moi, je peux donner des conseils. Encore une fois, j'ai pas forcément vocation à être la vérité, etc., hein. Je dis pas que je fais mieux que quelqu'un d'autre. Mais à force, c'est vrai que moi, j'ai repéré des pratiques gagnantes, entre guillemets, par rapport à ce métier d'ingénieur pédagogique. Déjà, une première chose que j'ai trouvé compliqué au départ à mettre en place quand je suis arrivé, tu sais, avec les yeux qui brillent, etc., dans les premiers temps de mon métier. Bon, j'ai toujours les yeux qui brillent, hein, je te rassure, mais c'est vrai que voilà, j'étais un peu plus naïf, on va dire. Je me disais, bah, c'est génial, je vais pouvoir mettre en place des formations. Donc là, je m'étais dit, ouais, c'est super, je vais pouvoir former. Donc, je formais peut-être sur du Moodle ou sur la pédagogie assez classique, du syllabus, des choses comme ça. Et c'est vrai que naïvement, on peut penser comme ça quand on arrive, bah, qu'on va avoir simplement envoyé un mail à tous nos enseignants en faisant un joli petit doodle, tu vois, et en essayant de trouver la date qui correspond. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que bah, malheureusement, on va passer beaucoup de temps à organiser ces formations finalement, trouver la date qui convient. Donc, au final, sur, je sais pas, 60 enseignants, c'est vrai que moi, j'ai pour l'instant eu des petites cohortes d'enseignants parce que je travaille plus dans les grandes écoles. Je vais avoir peut-être, allez, une dizaine de personnes qui vont s'inscrire. Sur les 10, le jour J, il y en a peut-être 7 qui vont venir. Il y en a 3 qui vont être vraiment intéressés. Et puis, il y en a vraiment peut-être un avec qui on va vraiment passer à l'action. Enfin, je caricature un peu, mais c'est comme ça que moi, je l'avais vécu, certaines formations que j'avais données. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a complètement changé le focus. Nous, ce qu'on fait notamment à IMT Business School, enfin Institut Minté comme Business School, c'est qu'on va en fait faire un accompagnement. Voilà, on a ce luxe-là qui va être individualisé. En fait, on s'est réparti un petit peu comme un. Moi, je le compare à un médecin de famille. Tu vois, le médecin de famille, il a ses patients. Tu vois, il a sa patientèle. Eh bien, nous, c'est ce qu'on a mis en place. Ça veut dire qu'on est 3 ingénieurs pédagogiques. On se répartit donc tous les enseignants et on va les solliciter vraiment, on va les relancer, on va faire en sorte que vraiment tout le monde, à minima, passe au moins 1 heure avec son ingénieur pédagogique. Et l'an dernier, on a eu 90% des enseignants qui sont venus, donc c'est quand même un beau succès, je trouve. Et là, on va leur présenter des choses, là, on va pouvoir discuter avec eux en face à face sur leurs projets, ce qu'ils veulent faire, etc. Alors, je dis pas que de faire de la formation, c'est complètement à mettre de côté, parce qu'on pourra en reparler un petit peu après, il y a des formations qui marchent bien quand même, mais je trouve que cet aspect one-to-one, je pense que c'est quelque chose, c'est une pratique gagnante en tout cas que j'ai repéré quand on peut le faire, quand c'est dans le cadre peut-être un peu luxueux des écoles, des grandes écoles où là effectivement on a peu d'enseignants à suivre par rapport à des universités. Mais voilà une pratique qui en tout cas je trouve intéressante et peut-être un petit truc et astuce pour les personnes qui nous écoutent. Pensez-y. Voilà, ça prend pas beaucoup plus de temps en plus. Voilà, on prend, on s'organise et puis on accueille les gens comme ça au fil de l'eau. Et souvent, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de projets, beaucoup plus de choses à mettre en place suite à cela, pour justement
relancer un peu la machine et voilà, nous, on leur présente, je sais pas, des outils d'évaluation par les pairs, on leur présente les usages de l'IA, on leur présente bien sûr tout ce qui va être vidéo, Moodle, tous les dispositifs d'évaluation qu'on peut leur mettre à disposition. Voilà, on leur fait vraiment on leur chapeaute un petit peu toute notre offre et c'est vraiment quelque chose d'assez précieux. Donc ça, ce serait peut-être un 1er conseil, hein, pour des ingénieurs pédagogiques de tester en tout cas peut-être cette «technique» entre guillemets. Alors, je sais pas si tu voulais rebondir déjà sur ce premier Oui, point ou si tu veux bon, que j'enchaîne? tu as dit pas mal de choses. Ouais, vas-y, je vais rebondir donc, sur le premier point. Bon, on en a déjà beaucoup discuté, tu connais mon point de vue là-dessus, tu sais que je Mmh. suis un grand adepte de ce que tu viens de décrire. Et finalement, ce qui me fait en fait encore plus aller dans ton sens, c'est que l'accompagnement, enfin, la porte d'entrée individuelle, c'est une façon finalement de considérer la personne pour ce qu'elle est dans son entièreté et de la considérer dans son individualité, dans sa singularité. Et je pense que comme tout être humain, on aime bien être considéré pour ce que l'on est au fond de nous et pas pour notre appartenance à un groupe social très vaste et large tel que les enseignants, chercheurs ou pas. C'est vrai. Hum, Ensuite, ensuite, ce que je voulais te dire, ah oui, est-ce que c'est plus difficile à faire en université ou dans un service central où on a beaucoup de choses beaucoup plus d'enseignants? Ben, j'ai envie de te dire, tu as plus de monde, donc tu pourras pas accompagner tout le monde, mais tu peux faire la même Mmh. chose. J'ai fait la même chose ayant été affecté à un service central. Et Ouais. ça a marché, c'était très efficace. Simplement, j'avais pas la prétention, je m'étais pas fixé l'objectif d'accompagner tous les enseignants de toutes les Voilà. composantes. On peut pas arriver à 90 effectivement, comme je disais, mais Non. c'est pas grave, c'est pas forcément l'objectif, tu as raison, Ouais. c'est tout à fait jouable et à la limite, c'est peut-être plus efficace malgré tout que toi, c'est pareil, si jamais tu lances des formations, peut-être qu'il y aurait également peu de monde, donc ce serait peut-être pas très efficace non plus. Oui, Donc même quand on a effectivement une grosse base d'enseignants, c'est intéressant, je pense, de dédier une partie de son travail à cela, en tout cas au suivi oui. individuel, je pense que ça peut être intéressant. C'est des amorces, c'est des amorces, c'est des amorces. Et une personne qui est venue sur le podcast qui avait donné une très belle phrase qui disait, mais moi, les livres que j'écris, c'est pas pour les gens, en fait, qui veulent découvrir la réflexivité. Non, c'est pour les gens qui sont déjà convaincus et qui veulent, en fait, aller plus loin. C'est eux qui vont acheter des bouquins. Ceux qui savent pas ou qui n'ont rien à foutre, ils vont pas être convaincus avec un bouquin. Eh bien, on pourrait faire la comparaison ou l'analogie entre le bouquin et la formation. C'est-à-dire que la formation, si justement dans les services de pédagogie, on voit toujours les mêmes personnes en formation, c'est parce que finalement, les formations s'adressent à des personnes qui sont déjà en fait adeptes ou intégrées, qui adhèrent déjà à la culture du service de pédagogie, qui aiment bien l'ambiance. À Mmh. quelques exceptions près, hein, bien sûr. Là, j'ai une exception, enfin un exemple en tête qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça a fait venir, en tout cas dans le service de pédagogie, dans le service central dans lequel j'étais, ça a fait venir des personnes qui venaient qu'on n'avait jamais vues parce qu'il y avait Ouais. vraiment un élément très particulier. Je vais appeler ça un effet raz-de-marée. C'est-à-dire que quand il y a un effet raz-de-marée, bah, tout le monde se dit, OK, là, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Parce que Mmh. la situation est telle que ça amène une, une urgence qui va faire bouger même les plus réfractaires ou même les plus, entre guillemets, passifs ou les personnes qui ont d'autres choses à faire. Et ça, c'est une exception. Sinon, la formation, ben, c'est très bien pour maintenir une fidélité, maintenir un engagement. C'est pour ça que les deux sont complémentaires. Mais je Mmh. continue de penser que l'approche individuelle, ça permet en fait de faire émerger des besoins via une relation, une relation qui prend en compte la singularité de la personne. Donc, tout à fait d'accord. J'aimerais revenir sur un dernier point qui était le premier que tu as abordé quand tu as dit on crée tous, enfin, on peut créer notre fiche de poste. Et alors, tu sais aussi que je suis extrêmement d'accord avec ça. On a déjà beaucoup discuté en off. Et donc, je vais essayer de faire un petit peu l'avocat du diable volontairement. Est-ce que tu ne penses pas que cet enseignement, ce mantra, cette leçon de vie que tu l'as développé à, comment dire, avec le recul de ta pratique, avec ton expérience, et que lorsqu'on est ingénieur pédagogique tout juste sorti d'école, ce qui est le cas de beaucoup de jeunes ingénieurs pédagogiques qui sont en université, est-ce que c'est pas plus difficile de finalement d'avoir ce recul, peut-être ce courage, d'oser finalement s'écarter du carcan
qu'est la fiche de poste. Parce que toi, finalement, tu perçois si je devais reprendre Pirates des Caraïbes, tu vois la fiche de poste comme un guide plus que comme un code, un véritable code. Hmm. Est-ce Ouais, que effectivement. tu penses pas que c'est plus difficile ou moins évident quand on est un jeune ou une jeune ingénieur pédagogique et qu'on fait notre première Ouais, ouais, expérience en tu as université? raison. Alors moi, c'est vrai que mon premier job, c'était l'école de chimie de Rennes, tu vois, en ingénieur pédagogique, et j'étais tout seul. C'était vraiment les premiers ingé-pédas à l'époque, tu vois. Il n'y en avait pas beaucoup, enfin, il n'y en avait pas tant que ça, pas autant en tout cas qu'aujourd'hui. Et pour le coup, moi, j'arrivais, bon, bah, c'était pour enfin, les gens qui m'ont limite embauché savaient pas trop ce que c'était qu'un ingénieur pédagogique. Et à la limite, moi, j'ai envie de te dire, je savais pas trop non plus ce que c'était, tu vois, non, dans l'absolu. J'avais un master en poche. Et je dirais que j'ai pas trop eu le choix en fin de compte. Bon, après, ce qui est rassurant, souvent on se rassure comme ça quand on débute, c'est le côté outil, tu vois. On se dit, ouais, je vais développer une compétence sur notamment les LMS, les plateformes, tout ce qui va être création de modules de formation à distance. Donc on va se rassurer comme ça. Et du coup, on va petit à petit avoir une légitimité qui va être, je trouve, de mon point de vue, peut-être, en tout cas comme ingénieur pédagogique, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, qui va être technique dans un premier temps. Et après, petit à petit, on va se former, on va s'auto-former. Et enfin, je dis on va s'auto-former, c'est que moi, si tu veux, comme j'étais tout seul, ben forcément, j'ai recherché des réseaux autour de moi. Donc à l'époque, il y avait le réseau des ingés à Rennes, l'université de Rennes en fait, hein. Donc j'ai beaucoup travaillé avec eux. J'allais dans le réseau Anstia aussi à l'époque, que d'ailleurs j'y suis allé récemment, mais c'est vrai que aujourd'hui j'y vois moins d'intérêt personnel à y adhérer, même si ce serait super. Mais là, on a plus nous des réseaux au niveau de l'IMT en fin de compte, ce qui fonctionne bien. Mais à l'époque, vraiment, ça, c'était très important pour moi. J'avais le réseau également des Moodlers, tu vois, il y avait des Moodle Mood, etc. Donc, du coup, en fin de compte, étant seul, je pense que ça m'a forcément fait me poser cette question et tout de suite avoir cette posture-là. Et ça m'a obligé à aller chercher un petit peu ailleurs ce que faisaient les autres et à intégrer des communautés, en fait. Et c'est comme ça que j'ai créé aussi mon poste, entre guillemets, je pense aussi quand j'ai commencé à l'école de chimie, que j'ai façonné mon poste. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué, je suis d'accord. Et alors, je sais pas si, par exemple, si j'avais eu un manager, j'avais un N+1, mais c'était un enseignant-chercheur, tu vois, qui me suivait un petit peu de loin. Je sais pas si j'avais eu un manager un peu comme moi aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment très métier, est-ce que j'aurais fait la même chose, tu vois? Est-ce que j'aurais pas attendu de Hmm. sa part qu'il m'accompagne davantage, qu'il me dise où aller, quoi faire, etc. En fait, Ok. j'ai pas eu cet accompagnement-là. Avec le recul, je me dis que c'était peut-être une bonne chose. J'en sais rien, en fait. Je peux pas savoir parce que vu que moi, au départ, encore une fois, j'ai commencé comme ça. Et je suis resté très longtemps sur ce poste-là, quand même 8 ans, je pense, sur ce poste, vraiment en étant solo et tout, en faisant mon petit truc. Je recrutais des stagiaires, mais c'était une petite école, donc voilà, il n'y avait pas forcément de moyens pour avoir d'autres ingépieda. Mais voilà, pour répondre à ta question, en tout cas, effectivement, quand on débute, voilà, ma réponse ce serait, on va se chercher une légitimité, donc souvent elle va être plutôt, de mon point de vue, en tant qu'ingépieda un peu technique, tu vois, sur l'accompagnement. Petit à petit, on va commencer à prendre ses marques, on va lancer des initiatives plus technopédagogiques pour le coup, je sais pas, par exemple, on va créer des dispositifs de formation, on va vouloir faire monter en compétences les enseignants, etc. Et ça va se faire petit à petit, mais je te rejoins. De toute façon, on n'a pas la même posture en tant que débutant qu'en tant que Hmm. personne qui a d'expérience. Mais ceci dit, je pense que malgré tout ce que je viens de te dire, ça dépend quand même beaucoup de la personnalité aussi, je pense, de sa propre personnalité. Et, Hmm. euh, et de cette fameuse curiosité aussi qu'on a ou qu'on n'a pas, ou passion qu'on a ou qu'on n'a pas. Enfin, après, passion, c'est un bien grand mot parce qu'on ne peut pas être passionné ad vitam aeternam. Non, mais ça C'est dépend des aussi, convictions qu'on met dans c'est notre ça, métier. Et, c'est ça. et tu as mentionné un point très très important qui est finalement la qualité de l'accueil et l'accompagnement dont on bénéficie ou pas lorsqu'on arrive dans une université, dans une composante, en tant qu'ingénieur pédagogique. Et que là, tu mentionnes justement ton parcours à toi qui a été de ne pas avoir eu d'accompagnement par ton supérieur hiérarchique direct. Et c'est vrai, ça aussi, c'est un élément qu'on doit prendre en compte, c'est que très souvent, les supérieurs hiérarchiques des ingénieurs pédagogiques en université sont rarement des ingénieurs pédagogiques et très souvent des enseignants. Alors, C'est ça. surtout quand ils sont enseignants-chercheurs, quand ils sont affectés à,
un service, enfin, à une composante. Dans certains services centraux, si le service central est suffisamment développé, il peut y avoir un chef de service qui sera un ingénieur pédagogique, mais le directeur du service sera très souvent un enseignant-chercheur. Et en fait, Et ce qui m'avait surpris, juste me permet vas-y. rapidement, ce qui m'avait surpris, si tu veux, par rapport à cette prise de poste, avec le recul, hein, ça fait maintenant 20 ans quasiment, c'est qu'en fait, du coup, c'était l'autonomie que me laissait mon supérieur hiérarchique, hein, on s'entendait très bien, mais du coup, effectivement, il n'était pas dans le métier. On va dire, lui aussi, il apprenait il découvrait comme moi un petit peu. De toute façon, c'était un peu le début de l'ingénierie pédagogique. Et du coup, j'étais surpris de cette énorme autonomie que j'avais. Donc moi, ça m'a bien convenu. Je pense que pour d'autres personnes, et ça rebondit un peu sur ce qu'on disait en début de podcast, pour d'autres personnes, ça peut vraiment les mettre en difficulté. Et pour le coup, il peut y avoir une perte de sens. Ils se disent, bah, qu'est-ce que je fais? On me donne pas forcément des choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, je pense que c'est un peu le crash test, quoi. Si on arrive dans ce type d'environnement, soit on a une personnalité qui match avec cela, et puis bah, on va prendre, voilà, on va au contraire rebondir sur cette autonomie, entre guillemets, voilà, en allant un petit peu voir à droite à gauche ce que les autres font, en testant des choses, etc., en intégrant des communautés. Ou soit ça peut être l'inverse, c'est-à-dire on va peut-être rester un petit peu dans son coin et, et malheureusement peut-être avoir une perte de sens, ou en tout cas avoir plus de risques. Voilà, donc c'est un point que je voulais mentionner en complément, c'est ce degré d'autonomie qui peut être énorme en fait quand on arrive dans ce type de structure, contrairement à peut-être quand on intègre des services plus structurés où là on a un manager qui va nous demander de produire tant de modules ou tant de choses. Je sais pas, à mon avis, il y a des ingénieurs pédagogiques qui sont plus proches peut-être du burn-out que du bore-out, tu vois ce que je veux dire, qui Mhm. justement doivent tout le temps produire. Ça va dépendre complètement de la structure, mais en tout cas, moi, tel que je l'ai vécu, c'est comme ça dans l'enseignement supérieur. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu la distinction qu'on peut avoir entre les différentes, ouais, différentes structures. Oui. Et le fait d'avoir quelqu'un, une personne qui nous chapeaute, qui nous gère hiérarchiquement, mais qui ne fait pas notre métier, qui ne le connaît pas, qui en plus, lorsqu'on parle de l'enseignement supérieur, l'enseignant-chercheur voit pas toujours l'ingénieur pédagogique d'un bon œil. Ça a même été plus souvent l'inverse. Eh ben, il y a toute une relation qui doit se construire qui n'est pas évidente. Je dirais que moi, pour ma première expérience d'ingénieur pédagogique en université, j'ai eu la chance d'avoir un super directeur de composante qui a essayé. Il était sceptique, il voyait pas forcément d'intérêt à un ingénieur pédagogique, mais il a donné une chance et il a donné un conseil qui était super, que je retiendrai toujours, qui est celui que tu viens de donner. C'était d'aller vers les gens, d'aller les voir et d'aller les voir individuellement. Et ne serait-ce que ce conseil-là, en tant que positionnement, il te le dit, et ensuite il te donne quelques noms de personnes qui sont susceptibles de vouloir te parler. C'est Mhm. déjà énorme. Donc, ça permet de revenir sur la boucle. Ton premier conseil, c'était développer finalement l'accompagnement individuel, aller voir des gens. OK. Mhm. C'est Le ça. deuxième. Alors le deuxième, quand j'ai dit qu'il faut arrêter de faire des formations, justement, c'était un petit peu provocateur. C'est finalement on peut faire des formations encore en groupe. Ça marche également. Alors pour ça, moi, j'ai un petit hack là que j'ai commencé à mettre en place là très récemment. C'est au lieu de proposer des formations comme on peut faire, donc d'envoyer un mail en disant voilà, je propose une formation, inscrivez-vous, etc. Ça se passe tel jour, machin. En fait, il faut un peu se positionner un petit peu comme tu vois, même si ce mot est un peu galvaudé, mais un peu comme un commercial, tu vois, le côté un peu comme comme le ferait pour le coup le privé davantage. Et c'est-à-dire essayer de faire en sorte que son produit, si on voit ça un peu comme un produit, sa formation, il faut lui mettre un petit côté premium. Et là, du coup, ce qu'on a mis en place récemment, c'est des formations. Bon, c'est sur l'IA, donc évidemment, c'est un sujet qui intéresse, mais quand même, c'est pas toujours évident parce qu'il y a eu déjà beaucoup de formations qui ont été données, donc c'est pas toujours évident de rameuter des gens, comme ça a pu l'être il y a peut-être un an. Là, ce qu'on a mis en place, c'est des formations donc assez courtes mais limité à 6 personnes. Tu vois, donc on dit, attention, voilà, c'est tel jour, tel jour, tel jour. On limite à 6 personnes. Donc on crée quelque part une rareté. C'est pas alors. c'est- Ça a deux vertus. La première vertu, c'est que du coup, on va se retrouver avec un petit groupe qui va pouvoir échanger le jour J. Donc, c'est des formations de 2 heures, hein. Voilà, on va beaucoup échanger, on va leur présenter des choses, etc. Donc, c'est des formats assez courts. Mais il y aura vraiment
une belle interaction, un bel esprit de groupe, enfin, on va dire. Donc ça, c'est une première vertu qui est plus pédagogique. Et deuxième vertu, bah, c'est que la personne, quelque part, s'engage, si tu veux. Parce qu'elle sait qu'elle prend la place de quelqu'un d'autre en s'inscrivant. Donc là, pour l'instant, on a du 100% à chaque fois des personnes qui sont inscrites. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, déjà, c'est un point très important. Par rapport à des formations qui sont un peu open bar, où là, on va avoir une grosse perte. Alors, c'est ce qu'on fait, notamment, on en reparlera, mais pour la communauté des talents pédagogiques, on anime des webinaires également tous les mois. Là, c'est pas souci, il n'y a pas de souci, c'est le deal, les gens s'inscrivent, ils viennent pas, etc. Tu vois, c'est un peu l'extrême inverse, quoi. Et là, le fait de mettre de la valeur en limitant le nombre de participants, voilà, en créant voilà, ce côté un peu premium, je pense que c'est quelque chose qui marche bien aussi. Donc, on est sur du groupe, mais sur de petits groupes et un peu marketé, quoi. Et juste par rapport à ça aussi, un point important, donc on met ça en place à IMTBS avec justement les services de formation, entre guillemets, avec le côté service de formation. Et je salue Karine au passage, qui justement fait en sorte que ça s'inscrive dans le plan de formation. Tu vois ce que je veux dire? Que les personnes qui vont y assister, voilà, c'est légitimé en quelque sorte par l'établissement aussi, par l'institution. C'est pas juste Julien et son équipe qui prennent l'initiative de faire une formation, venez, on va apprendre des choses ensemble. C'est vraiment, il y a ça, mais il y a aussi l'institution qui met son petit coup de tampon aussi et qui justement fait des relances, organise un petit peu le côté un peu logistique. Et puis nous, derrière, on va relancer aussi pour que les gens, voilà, pour que les gens vraiment s'inscrivent. Et là aujourd'hui, on a vraiment on a des formations qui sont pleines, je dirais, enfin, où il y a 6 personnes à chaque fois, il y a pas de souci, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est une autre manière. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais pas dire que arrêter de faire de la formation en groupe, mais si on le fait, il faut vraiment penser un petit peu comme, voilà, un petit peu ce côté un peu marketing, un peu, voilà. Et je pense que c'est important et c'est peut-être un manque au niveau des ingénieurs pédagogiques. Il n'y a pas ce type de formation, tu vois, qu'on peut avoir dans les créateurs de contenu, qu'on peut voir sur le web à droite à gauche, qui sont peut-être un peu trop, trop push, tu vois, Mm. et on n'aime pas trop cette attitude-là en général dans l'enseignement supérieur. Tu vois, on n'a pas trop ce côté-là. Mais je pense que c'est important de s'inspirer à minima de de bonnes petites pratiques, sans forcément être trop, voilà, trop push non plus. Mais en tout cas, je trouve que ça fonctionne bien. Donc ça, ce serait un autre conseil que je donnerais aux auditeurs s'ils veulent monter ce type de formation, entre guillemets. Ça, c'est drôle. En fait, là, tu mets en place un système de closer, un timer. Vous avez jusqu'à minuit pour vous inscrire, sinon c'est terminé, plus jamais. C'est limite ça, ou c'est justement le fait que ça soit limité en termes de place. Ouais, Bah, là, il y en a, là, il y en a en liste d'attente pour le coup. Tu vois, on a des personnes en liste d'attente sur ces formations-là. Donc, voilà, et c'est c'est malin, top. c'est Ouais. smart. Si en fait, si à partir du moment où les formations se passent bien, que vous arrivez à répondre à des besoins, ben, en fait, la stratégie que vous avez mis en place pour obtenir ces personnes, moi personnellement, je vois ça d'une façon assez neutre, axiologiquement, philosophiquement. C'est-à-dire que je me dis pas c'est mal de fonctionner comme ça. À partir du moment où tu mens pas à la personne sur ce que tu lui fais, et qu'en plus, dans le contexte de l'enseignement supérieur, ils payent pas. Enfin, ils vont donner du temps, Tout à fait. leur temps, mais ils vont Ouais. pas, rien de plus. Donc, ok, deuxième conseil, mais je pense que tu en as aussi donné un troisième, en fait, dans le même temps, ce qui est d'aller voir d'autres services et d'être capable d'entretenir des bonnes relations avec d'autres services pour faire relayer les Ouais. informations et ce que tu proposes. Tout à fait. Ouais, ça c'est important de vraiment de mettre tout le monde dans la boucle. Et puis ça crée des super relations avec les collègues aussi, parce que tu vois, j'avais assez peu travaillé finalement avec le service RH interne, on va dire, sur ces aspects-là. Et du coup, enfin sur les formations plutôt, hein, vraiment dédiées à la formation du personnel. Et là, du coup, on a vraiment super bien collaboré. Et c'est top, quoi. Je trouve que c'est vraiment un beau cercle vertueux. Et ça évite de faire un petit peu les choses dans son coin, chaque service un peu dans son coin. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et même d'ailleurs avec le service com aussi, hein, maintenant on collabore bien. Et ça, c'est un point effectivement important. Et quand on a ce luxe-là d'être dans une structure relativement modeste en termes de taille, il faut en profiter parce que bon, on connaît les gens aussi et puis donc ça permet de faire des ponts assez rapidement. Mm. Et peut-être juste, je rebondirais peut-être sur une troisième strate par rapport à. Bon, on reste sur la formation, on pourrait parler d'autres choses, mais du coup, ça me fait penser à ça. Après, pour compléter un petit peu cette méthode, enfin c'est pas une méthode, mais voilà cette organisation qui va être, bon on l'a dit, hein, des formations individuelles. Donc ça, je trouve que ça c'est vraiment le socle de base, des formations petits groupes.
Et après, nous, au niveau du groupe IMT, on met en place après des webinaires, beaucoup plus larges cette fois-ci. Donc on a appelé, bon, c'est toujours sur l'IA pour le coup, donc, mais on en avait fait sur des tas d'autres thématiques avant, hein, pendant le Covid, on avait fait beaucoup de choses sur plein d'autres thématiques qui avaient fonctionné. Là, on est plus sur une approche masse, entre guillemets, parce que là, on touche toutes les écoles. Et là, il n'y a pas de souci, tu vois. Là, dans ce cas-là, ben, voilà, vous inscrivez, vous pourrez avoir le replay. Là, c'est plutôt, on diminue peut-être la valeur perçue, parce que bon, c'est un webinaire, voilà, les gens, ils viennent ou ils viennent pas. Mais dans la mesure où on va toucher beaucoup de monde, et là, il faut mettre le paquet sur la com, entre guillemets, sur les inscriptions, etc., bah, c'est pertinent aussi de le mettre en place. Tout dépend après du nombre de personnes qu'on peut toucher. Ça dépend où on travaille. Mais dans une université, typiquement, la masse est largement suffisante. Ça reste quand même pertinent, je trouve, de le mettre en place. Donc ça, nous, on met en place, on appelle ça les jeudis de l'IA, donc c'est tous les mois. Et on arrive à attirer quand même pas mal de monde. Je sais que le dernier, on avait 130 personnes. Donc tu vois, ça c'est le troisième strat, je dirais. Et, euh, et voilà, donc je pense que la boucle est un peu bouclée. Et ça permet vraiment avec ces trois méthodes, de toucher un maximum de monde. Et je pense de manière assez qualitative. En tout cas, ouais, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Mm. Et surtout dans ce que tu dis, c'est que qu'on soit sur de la formation à 6 personnes ou sur un webinaire, tu vas finalement adapter ton moyen ou ton choix de dispositif à tes objectifs. Parce que je pense qu'en webinaire, tu ne fais pas la même chose qu'en formation à 6 personnes. Là, je sais pas, moi, je rebondis à chaud, mais j'ai l'impression que quand tu es dans un contexte, une classe à 6 personnes, et que tu as, je sais pas moi, 2 heures, eh bien, c'est plus facile d'apprendre, de développer des savoir-faire que dans un webinaire à 300 personnes. J'ai l'impression que le Ouais, webinaire, il y a plus un format conférence ou retour d'expérience, et d'exposé et d'échange, mais pas ouais, forcément tu vas apprendre tes 200 personnes et les apprendre l'art du prompting. Je pense que ce serait tout à très fait. difficile. Hmm. Tout à fait. On est plus sur on n'est pas vraiment sur le développement de compétences. C'est un peu ça. C'est effectivement, on est plus sur le webinaire. On donne de l'info. Surtout, on fait échanger. En fait, c'est ça qui est Hmm. important. Il y a toujours un temps de questions-réponses. Et voilà, on demande aux gens d'activer la caméra aussi pour ce côté un peu, comme tu disais, d'être reconnu en tant que personne. C'est important aussi. Et Ouais. ils font partie d'un groupe, même si le groupe est beaucoup plus éphémère. Mais on n'est pas effectivement sur les mêmes. Typiquement, en webinaire, c'est beaucoup plus compliqué d'animer un atelier. Tu vois, dans la formation qu'on fait sur l'IA, il y a une partie à 6 personnes, il y a une partie qui est assez descendante avec questions-réponses, etc., mais qui est quand même assez descendante. Et après, on enchaîne sur un atelier de pratique, voilà. Alors que en webinaire, c'est pas forcément, je trouve, le lieu pour ça. Hmm. C'est plutôt éventuellement on peut créer des petites salles de discussion. Éventuellement, ça, c'est des choses qu'on a pu faire. Mais ça va être en général plutôt un format assez classique, Hmm. questions-réponses, présenter quelque chose, avoir une personne qui présente son expertise. Et voilà, on n'est pas sur tout à fait effectivement la même cible. Ouais. Je, J'aimerais vraiment. T'en as parlé et je mets vraiment les pieds dans le plat parce que c'était aussi ce que je t'avais dit en off. Tu as Mhm, parlé de ce terme un peu, comment dire, pas galvaudé, mais qui a pas forcément une bonne réputation, qui est le terme de commercial. mhm. Ma question vraiment est la suivante. Ne penses-tu pas que finalement, pour réussir, pour réussir en tant qu'ingénieur pédagogique dans l'enseignement supérieur, il ne soit pas nécessaire d'avoir un côté commercial? Et quand je dis commercial, qu'est-ce que je mets derrière le mot commercial? Eh bien, je mettrai toutes les bonnes choses ou les mauvaises choses qu'on peut avoir dans notre inconscient. Ouais, je pense que c'est un point vraiment important et à mon avis, c'est un gros manque peut-être dans les formations d'ingénieurs pédagogiques, ce côté comment faire en sorte de valoriser son offre. En fait, il faut vraiment le voir comme une offre. Nous, typiquement, ce qu'on n'a pas encore tout à fait, on a une documentation qui est très bien fournie, parce qu'on utilise Notion, donc c'est un outil qui permet vraiment de faire une super doc qui est vraiment ouverte. On a des tas de vidéos, on a des tas de choses qui marchent bien. On a beaucoup de compliments là-dessus. Mais typiquement, là, un de nos projets, là, c'est de créer une vraie offre, tu vois, comme un portfolio entre guillemets de, de practice, hein, de notre service pour vraiment avoir même sous format par exemple type PDF, sous des formats très classiques, on va dire, de offre commerciale entre guillemets, Un si on veut catalogue? parler. Un catalogue, c'est ça, un catalogue très clair, très voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué qu'on n'avait pas et c'est une réflexion que j'ai eue assez récemment. Et effectivement, je pense que même dans les formations d'un GPDA,
il faut davantage, je trouve, accentuer sur cet aspect-là. Encore une fois, avant, ça faisait vraiment, je pense qu'il y avait une espèce de rejet de cette posture dans l'enseignement supérieur. Tu vois, par exemple, je fais le parallèle avec tout ce qui est EdTech, par exemple. Les EdTech avaient du mal, hein, il y a quelques années, à intégrer l'enseignement supérieur, à intégrer les écoles. Aujourd'hui, ça va, maintenant, il n'y a plus trop de tabou là-dessus. On est OK, ils répondent à un besoin, on a un besoin, on prend l'outil, le service, entre guillemets, EdTech qui y répond. Et il y a des boîtes qui marchent très très bien, et comme WooClap, ChallengeBee, des outils comme ça, qui vont vraiment totalement s'intégrer, c'est totalement pertinent. Aujourd'hui, c'est reconnu. Mais il y a quelques années, EdTech, c'est un gros mot, hein. Enfin, fallait surtout pas faire appel à ces gens-là. Tu vois, c'était un peu ça. Mm. C'était comme s'ils allaient siphonner l'argent public, entre guillemets, pour une entreprise privée. Tu vois, c'était un petit peu ça l'idée. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas et c'est très bien. Moi, je suis très pro EdTech d'ailleurs parce que je trouve que ça marche bien. Bah, c'est un peu la même idée. C'est que maintenant, on a peut-être moins de complexe aussi, peut-être, enfin, j'espère, à avoir cette posture davantage peut-être commerciale, même si on restera toujours un petit peu cette fibre, un petit peu même fonction publique qui est peut-être moins, entre guillemets, push, comme je le disais. On n'est pas en train de vendre quelque chose à nos enseignants. Mais effectivement, tu as raison, je pense que c'est important de développer ce type de compétences. Et puis après, c'est pas non plus, c'est pas insurmontable, hein. On n'est pas, c'est pas l'idée de faire un mail par jour avec un chronomètre à la fin. Tu vois ce que je veux dire. Mm. Mais des choses un petit peu assez simples dont on a pu parler un petit peu, voilà, avec les quelques pratiques qu'on peut avoir. Et même moi, je dois m'améliorer encore là-dessus. Mais je te rejoins dans le sens où, à mon avis, un ingénieur pédagogique complet aujourd'hui, même dans l'enseignement supérieur, devrait, je trouve, avoir ces deux facettes-là. La Mm. facette à la fois expertise dans son métier de technopédagogue, entre guillemets, et puis dans ce côté un petit peu approche, valorisation de son offre, valorisation de ce qu'il fait. Et ça, c'est un point très, très important. Et si c'est possible, mais je sais que tout le monde n'a pas cette appétence-là, et moi je le fais au niveau de d'IMTBS, réussir aussi à être créateur de contenu, tu vois, comme tu le fais, hein, par exemple, comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire en valorisant aussi nos enseignants, euh, en créant des podcasts. Par exemple, nous, on a créé le Pédago Flash qui valorise nos enseignants, leurs pratiques pédagogiques. On fait des podcasts assez réguliers avec eux, on en a une vingtaine là, voilà, ce qui permet de valoriser les choses. Et là, c'est le top, quoi. Si on peut avoir des profils euh, un peu, tu vois, créateurs de contenu, communicants, et en même temps, Mm. experts dans leur métier d'ingénieur pédagogique. Bon, ça fait un peu mouton à cinq pattes, Ouais, j'en ai ouais, ouais. conscience. Mais dans l'idéal, tu vois, d'avoir Ouais. quelques compétences là-dessus, c'est le top, hein. Ouais. Sans rentrer dans le descriptif du bout de droit 5 pattes que tu viens de faire, même si Ouais. je suis d'accord avec toi, je vais dire comment est-ce que moi je concilie en fait le côté commercial avec la pédagogie, et je vais vraiment contextualiser ma réponse à juste la situation d'ingénieur pédagogique. C'est que un ingénieur pédagogique, son métier, donc c'est une personne qui a été formée, qui est là pour créer ou évaluer des formations, créer et évaluer des formations, concevoir. Donc finalement, il se pose la question de comment l'être humain apprend et comment l'être humain apprend et comment lui faire apprendre quelque chose dans un environnement spécifique avec des contraintes variées et un délai spécifique. Ok, ça, on nous forme à ça en tant qu'ingénieur pédagogique. Très bien. La subtilité, c'est que si tu veux, en tant qu'ingénieur pédagogique, pouvoir mettre en œuvre tes compétences dans ton environnement qui est l'enseignement supérieur, tu dois, au préalable, avoir développé des relations de travail, des relations de confiance avec des enseignants. Sinon, tu vas construire des objets dans ton coin. Donc oui, tu pourras mettre tes compétences d'ingénierie pédagogique en œuvre, mais elles sont difficilement, comment dire, intégrées à quelque chose d'utile ou de sensé, dans la mesure où, en université, on est là pour travailler avec les enseignants. C'est-à-dire que notre raison d'être, c'est d'accompagner et de travailler avec le personnel enseignant. Et donc, le côté commercial, il vient justement en, il s'incarne dans le fait d'entrer en relation. C'est vraiment le côté commercial, moi, le côté très positif que je vois à ce que tu viens de décrire, c'est la capacité et les stratégies que tu vas mettre en place
pour développer, entrer en relation, construire une relation de confiance. Tu sais que dans l'univers de la vente, on parle souvent les 180 premières secondes, c'est les secondes décisives, c'est là où tu vas savoir si tu vas développer ton climat de confiance, c'est là où tu pourras sentir si le gars il va te suivre ou pas. Et ben, je dirais que c'est la même chose. Et avec quand même tu l'as très bien dit aussi, l'avantage de ne pas avoir à vendre quelque chose, de ne pas avoir à facturer l'enseignant directement. Tu lui dis, et plus tu peux donc lui dire, ça te coûtera rien du temps, mais ce temps, tu seras pas seul, je serai avec toi, tu auras les mains dans le cambouis, j'aurai les mains dans le cambouis avec toi aussi. Et ça te Mmh. coûtera que dalle. C'est quand même, ça change parce que quand tu dois vendre des voitures, à la fin, le client, c'est le client qui doit sortir les 30 000 balles. Et là, le prof n'a pas à le faire. Mais à Donc, la limite, juste ouais, par rapport à ce point-là, quelque part, ça peut être un inconvénient aussi parce que ce qui est gratuit, je dirais, oui, il n'a pas de valeur. par définition, n'a pas de valeur et du coup, c'est pour ça qu'il faut essayer de créer, c'est ce que j'expliquais par rapport aux formations un peu premium ou en fait, il faut essayer de créer la valeur d'une autre manière, par ce côté rare ou par ce côté, et c'est ça qui est pas évident et du coup, c'est certes, on va pas les faire payer, évidemment, ça c'est sûr que ça va être compliqué, mais d'un autre côté, ben, souvent une personne, par exemple, qui s'inscrit dans un dispositif de formation qui paye, ne serait-ce que même 10 euros, même 20 euros, eh ben, elle va être quelque part beaucoup plus impliquée dans c'est humain, entre guillemets. Et donc voilà, il faut essayer de trouver une astuce pour réussir à donner de la valeur à quelque chose de gratuit. Et ça, c'est un peu ça ce qui est pas toujours évident, en fait. Oui, j'ai eu une enseignante qui m'avait donné une réponse à ce que tu viens de dire. Mhm. Vas-y, mais en fait, Diane, quand j'y pense, si tu n'étais jamais venu à mon bureau, si t'avais pas toqué à ma porte, je serais jamais venu te parler, je n'aurais pas répondu à tes mails, je serais pas allé voir ton service, parce que j'ai autre chose à faire. Et donc finalement, tu as fait un pas vers moi, et ça a une valeur finalement. Tu m'as Mhm. consacré du temps spontanément. C'est-à-dire que finalement, quand tu étais en face de moi, tu n'étais pas ailleurs. Et donc, Ouais. alors ça, là, je pense qu'on a eu affaire à une personne qui avait un certain état de conscience et qui avait une certaine philosophie de la relation humaine, mais elle a su voir finalement une valeur. Et ça peut paraître bête, mais l'humanité peut constituer une valeur importante. Mhm. Ouais, Pas tout à fait. au sens sonnant et trébuchant, mais au sens, eh bien, allez, j'allais dire sentimental, mais non, mais presque humain, ouais, juste humain. Ouais, non, mais c'est clair, mais c'est vrai que je te rejoins dans le côté vraiment humain. Moi, j'y crois maintenant. Toi, par exemple, on propose également aux enseignants de valoriser par rapport on dépose à la FNEJ, par exemple, ou au niveau de l'IMT, il y a des prix de la pédagogie. Donc, on demande aux enseignants qu'ils souhaitent de valoriser leur pratique pédagogique. Donc, en général, on va envoyer tout le temps un mail, tu vois, un peu général, un peu pour tout le monde. Donc, on a très peu de réponses, tu vois. Il y a très peu d'enseignants qui spontanément vont dire, ouais, tiens, je vais valoriser mon activité. Par contre, nous, vu qu'on les connaît, on sait qui fait quoi, etc., on va directement vers eux. Et c'est là que ça fonctionne, en fait. C'est un peu comme moi, tu vois, si par exemple, tu avais envoyé un mail qui t'avait dit ouais, je suis Dylan, je fais un podcast, toutes les personnes motivées, contactez-moi pour faire un échange avec moi, tu vois. Je t'aurais pas spontanément peut-être répondu, alors que bah, là, on se connaît, tu m'as dit, tiens, on se fait un podcast, donc bah, je te dis, ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai Mm. que Oui. envoyer comme ça des bouteilles à la mer, faut le faire parfois, ça peut être intéressant quand il y a vraiment une grosse masse de personnes. Il y a peut-être des gens qui vont répondre, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est vraiment juste le quart du travail, quoi. Après, le reste, ça va être vraiment de soi-même en tant qu'agent pédagogique, de cibler, bah tiens, lui, je le connais, je sais qu'il a fait un truc, lui, de prendre un peu des signaux faibles, des infos qu'on Mm. a pu avoir à droite à gauche, parce on est pas, parfois, il y a des dispositifs de formation qui sont top, ou des initiatives pédagogiques excellentes, dont on n'a pas connaissance. Donc, Ouais. ça, c'est aussi une des fonctions d'un GPLA, c'est d'essayer de fouiner un peu, d'essayer d'avoir des infos sur qu'est-ce que les gens font et d'identifier. Et puis là, bah, on leur propose, on leur dit, bah, tiens, j'ai su que tu faisais ça. Donc la personne, elle est valorisée parce que bah, bah, forcément, on a tous envie de faire du bon boulot et puis d'être valorisé par rapport à Mm. ce qu'on fait, d'être reconnu. Donc elles se sont reconnues, donc elle dit, bah, ok, ça marche, on va le valoriser, tu penses que c'est bien, on la rassure et puis hop, on valorise ça dans le cadre d'un dossier. Et puis voilà. Et je pense qu'effectivement, cette approche individuelle, elle est essentielle à mon avis. Ouais. Mm. Oui. Et ce qui amène quand même un travail qui n'est pas toujours agréable ou confortable, et donc une posture particulière. C'est peut-être la dernière question, c'est que finalement,
est-ce que mettre tout ça en place, ça ne nécessite pas une certaine posture, d'adopter une certaine posture, mais qui, comment dire, qui nous amène à l'inconfort? Et ça, j'ai déjà eu des ingénieurs pédagogiques qui m'ont fait ce retour, qui m'ont dit, mais allez voir des enseignants comme ça, sans trop savoir, sans qu'ils me connaissent, me débarquer comme ça dans leur cours, je me sens pas capable. Puisque je sais pas ce que je veux lui Mmh. dire. Je trouve, il y a une peur du jugement. Il y a une peur de l'insécurité. Et ce qui est en soi une insécurité. Mais Mmh. alors après, moi, dans ma vision personnelle du métier d'ingénieur pédagogique, l'insécurité fait partie du boulot, au même titre que de l'enseignement. L'enseignement est tout sauf sécuritaire, je trouve. Mais Mmh. comment toi, tu te positionnes, ouais. Alors là, c'était un peu par rapport à ce que je sais qu'on a peut-être pas forcément le même profil de ce point de vue. Toi, tu es peut-être plus «conseiller pédagogique» entre guillemets qu'ingénieur pédagogique. Je sais pas comment si tu t'identifies comme ingénieur pédagogique ou conseiller pédagogique. Alors je te dis ça parce que, il y a une f moi je me suis par rapport à pour répondre concrètement à ta question, moi je me suis beaucoup rassuré et je l'ai dit un petit peu tout à l'heure sur le côté, Technique. expertise technique, expertise voilà sur les outils et quelque part, c'était mon approche, qui après pouvait amener sur d'autres discussions plus pédago, plus posturales et cetera. Mais, je trouve que un moi en tout cas là, mes 2 collègues, ben, elles sont plutôt, juniors, hein, même si elles commencent maintenant à avoir beaucoup d'expérience aussi. Mais pour le coup, c'était un petit peu cette approche-là, c'est-à-dire on va voir les enseignants avec, comme je te disais, cet aspect un peu catalogue, toute notre offre de services, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, comment on peut les aider et en partant de là, on s'appuie là-dessus quelque part, donc on est plutôt, sécurisé parce que c'est notre champ d'expertise, donc je dirais, il y a pas trop ce côté imposteur. Ça permet de contourner justement ce syndrome un peu de l'imposteur, comme on dit, qu'on peut avoir aussi en tant qu'ingénieur pédagogique quand on va voir des enseignants. Je trouve que voilà, ça c'est le côté un peu pratique et après, effectivement, c'est pas dit qu'on arrive à aller vraiment sur un côté beaucoup plus, pédago, beaucoup plus intime par rapport à ce que fait l'enseignant dans son cours et cetera. Mais voilà, c'est pas trop grave. Moi je pense que déjà si on arrive à, mmh, à faire monter l'enseignant en compétence sur des choses qui peuvent l'intéresser. Il peut découvrir des nouvelles pratiques, des nouveaux outils qui vont améliorer sa pédagogie. Je pense que c'est déjà on a gagné et après l'autre point, c'est que au niveau de sa hiérarchie, on est reconnu et qu'on intègre, par exemple, des commissions comme nous on a, comité de la pédagogie, tu vois? On fait des CF on appelle ça des CFP, voilà, où là, vraiment, on est associé aux réflexions avec les directeurs de «composantes» entre guillemets, enfin, j'appelle ça composantes si je fais le rapport avec l'université, mais, en gros, là, ça permet d'avoir une légitimité aussi institutionnelle. Donc il y a 2, je dirais 2 légitimités sur lesquelles on peut s'accrocher. La deuxième, on l'a pas toujours, donc ça, c'est comme je te disais, ça dépend comment on est positionné dans dans la hiérarchie en quelque sorte. Mais aujourd'hui, dans l'idéal, souvent le responsable du service, il va quand même être directement, soit sous la direction, soit sous la direction des formations. Ça, c'est une légitimité plutôt au niveau de l'organisation et puis un accès direct, on va dire, aux décideurs. Et la deuxième, beaucoup plus pragmatique et de terrain pour l'ingénieur pédagogique, je trouve, c'est que cet appui sur son expertise métier, techno-pédagogique. Et voilà, en général, on va trouver de quoi échanger assez rapidement avec les enseignants sur ces aspects-là, quoi. Ils sont beaucoup moins compétents que nous, donc il y a moins de soucis, ouais. Hmm. Oui. Ouais, ouais. Tu m'avais demandé, si je reprends tout ce que tu as dit, tu m'avais dit oui, que j'avais un profil peut-être plus conseiller qu'ingénieur pédagogique. Ben, je sais qu'il y a des personnes qui font cette distinction. Mmh. Je sais pas, je dirais que moi, je la fais pas. Je la fais pas, mais parce que c'est un positionnement personnel. C'est-à-dire que philosophiquement, l'ingénieur pédagogique, dans ma vision, il est là en fait pour accompagner pédagogiquement l'enseignant. C'est-à-dire que le travail en Ouais, passant par la porte d'entrée par la technique, on me l'avait déjà vendu quand j'étais arrivé dans mon premier poste. Et ouais, ce qui me faisait peur, en fait, c'est que, et je t'en avais déjà parlé, c'est que si tu te présentes à quelqu'un comme un mécano, bah, il te prendra pour un mécano, il aura raison de le faire, il pensera pas que tu es pédagogue. ouais, je Et, comprends. et c'était pour, en fait, c'est juste pour ça. C'est-à-dire qu'en Mmh. soi, mais on avait pas mal discuté déjà, le principe d'utiliser des outils et de transmettre, de les former. Ça, bien sûr, bon, bah, je fais du YouTube, on s'intéresse aux technologies, on fait des expériences, Mmh. à les IA, on utilise des outils. Par contre,
en l'utiliser comme fondement de ma légitimité à accompagner pédagogiquement un enseignant, non. Et ça, c'est vraiment un Mm. postulat que j'ai et que je maintiens parce que je veux pas finir Monsieur Moodle. Et ça, Ouais, mais tu as tout à fait raison. Mais là, c'est pour le coup, comme je te disais, quand je te disais la petite phrase là, à vous d'inventer la vie qui va avec, bah, c'est ça. C'est toi-même par rapport à ta personnalité qui façonne hmm, ta posture d'ingénieur pédagogique et elle est totalement légitime en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une bonne recette. C'est ce que je disais aussi en introduction de ce podcast. Et ça va vraiment dépendre de la posture de chacun. Et je te rejoins aussi sur ce vieux débat. C'est vrai que c'est peut-être un vieux réflexe que j'ai de, de, de distinguer conseiller pédagogique, ingénieur pédagogique, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de débats sur ces questions-là. Je pense oui. qu'aujourd'hui, elle est beaucoup moins légitime, cette question. Et quelque part, maintenant, il y a une espèce de fusion, de mon point de vue, entre ces deux profils. Par contre, on garde des approches vraiment très individuelles par rapport à nos passions aussi, à notre manière de Hmm. faire, à notre expertise. Et je pense que toi, justement, ça me surprend pas que tu aies cette approche-là. Parce que moi, j'étais clairement Monsieur Moodle à un moment donné, hein, on va pas se mentir. Et même, voilà, je me revendiquais en tant que tel, Mais t'étais bien, en en tant que fait. tel. T'étais Mais aligné ça, avec ça, ça, ça. ça m'allait très bien, ça Hmm. m'allait très très bien. Et après, voilà, petit à petit, je progresse sur d'autres choses. Et puis, j'ai vraiment ouvert mes horizons. Mais ça, je me suis construit déjà là-dessus. Mais toi, je pense que tu as une approche, même dans ce que tu fais, même par ailleurs, tu aimes bien conseiller les gens. Toi, tu as ce côté un peu coach, entre guillemets, avec des guillemets, hein, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que tu pourrais te définir, mais tu as un côté accompagnement, toi, tu t'intéresses beaucoup au portfolio, à la réflexivité, tu vois. C'est, je dirais que c'est un peu un hybride entre de l'ingénierie pédagogique et quelque part, toi, tu vas un peu dans le côté, ouais, presque accompagnant, coach, conseiller. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est vrai que tout dépend d'où on veut mettre le curseur, hein, et je pense que le bon curseur, il est bah, quand on se sent à l'aise finalement et qu'on est satisfait, qu'on trouve un épanouissement dans son activité. Et il n'y a pas je dirais, il y a pas de bonne et de mauvaise manière de faire. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça te correspond bien et c'est parfait, quoi. Oui, oui, oui. Et alors, pour rebondir, ça, avec une pointe d'humour, une fois, j'en discutais avec un collègue de réseau télécom, un collègue prof, et qui me disait, mais je pense que ce qui est facile avec toi, Dylan, ce qui est cool, c'est que tu fonctionnes comme un prof, donc on peut discuter, et tu fonctionnes pas comme un ingénieur pédagogique. Je lui ai Ouais. dit, ça m'a fait rire parce que je lui ai dit, oh, c'est dommage parce que alors, même si j'exerce des missions d'enseignement, que j'adore l'enseignement et que je trouve ça génial, actuellement, mon métier principal, c'est ingénieur pédagogique. Mais je prends le compliment parce que j'aime beaucoup le métier de l'enseignement et du professorat. Et je voudrais terminer justement sur ce que tu viens de dire avec cette question, finalement, ce qui est fondamental, c'est l'alignement. L'alignement que l'individu a, que l'ingénieur pédagogique a avec sa pratique. Et c'est pour ça je t'en avais parlé en off. Je me dis de plus en plus que ce qui serait très intéressant à proposer aux services de pédagogie, ce serait des temps d'analyse de la pratique, des dispositifs d'analyse de la pratique professionnelle. Pour les raisons que tu as citées, c'est-à-dire que il faut être capable de trouver un équilibre entre la zone de génie Ouais. de l'individu qui est l'ingénieur pédagogique et les objectifs de son environnement professionnel. Et Tout à trouver fait. un espèce de consensus, parce que c'est comme ça qu'on pourrait faire en sorte que les services de pédagogie soient peut-être davantage reconnus et reconnus parce que si on conserve cet alignement, si on fait en sorte que chaque individu euh, cultive cet alignement, ben, il y aura moins de turnover. C'est-à-dire qu'il y a un turnover finalement qui s'explique par des projets qui viennent à droite et à gauche, donc peu de financement ou des financements dans le scie, ce qui ne facilite pas en fait un ancrage durable. Donc ça, c'est le niveau Mm. explicatif, on va dire, macro au niveau de l'institution. Mais il y a aussi le niveau micro qui est de dire, ben, en mettant des ingénieurs pédagogiques dans des situations qui ne leur conviennent pas, mais sans leur laisser le temps finalement de conscientiser tout ça, d'analyser leur pratique, d'avoir ce recul et de se dire je suis d'accord ou pas. Je ne suis pas d'accord, mais on pourrait aménager le poste de telle façon.
Eh Mhm. bien, si on n'a pas ce dispositif, on facilite en fait un turnover parce que on renforce un désengagement chronique. Ouais, tu as Et, raison. et ça va être, je pense, l'un des gros chantiers de ce métier, en tout cas dans l'enseignement supérieur, c'est faire en sorte qu'il soit attractif. Et donc, si on veut qu'il soit attractif, il y a bien sûr les questions de salaire, mais il y a aussi les questions de sens, les questions de sens, d'alignement. Et je Mm. pense que beaucoup de personnes qui veulent faire le métier d'ingénieur pédagogique, en tout cas, en université, pensent davantage à la pédagogie qu'à Moodle. Et Tout à je fait. pense enfin, et ça c'est une conviction. J'ai pas, il faudrait faire une étude pour le vérifier, mais je pense pas que le profil d'ingénieur technopédagogique reflète la majeure partie des, des aspirations de chaque ingénieur pédagogique affecté en université. Et Ouais, je d'ailleurs, c'est pense que ça même, va vraiment, c'est vraiment pas pour rien. dépendre. Ouais, ça va vraiment dépendre effectivement des profils de chacun. Mais aujourd'hui, tu vois, un autre des biais, mais moi, dans lequel je me reconnais bien, c'est que maintenant, ça va être Mister IA. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pareil, on passe de Mister Moodle à Mister IA. Euh, donc après, voilà, les temps aussi évoluent. Je pense qu'aujourd'hui, cet aspect Monsieur Moodle est toujours vrai dans certains cas, mais étant donné que maintenant, on fait appel à beaucoup d'EdTech, beaucoup d'autres solutions aussi. Les outils sont aussi ont plus une optique répondre à des besoins concrets. On est moins sur du techno push, je trouve aujourd'hui, même par rapport aux outils. Et du coup, j'ai l'impression que ça s'équilibre un petit peu maintenant entre ces deux postures qui vont être techno et pédago. Et moi, en tout cas, j'arrive à trouver aujourd'hui un bon équilibre entre les deux postures. Mais par contre, tu as raison, dans l'idéal, moi, tu vois, par exemple, j'adore faire de la valo, c'est-à-dire faire des podcasts avec des enseignants, faire des webinaires avec eux, etc. Donc, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis bien aussi. Et bah, tant mieux, ça matche bien avec mon école. En tout cas, j'ai des bons retours. Mes responsables aussi enfin, la direction est assez satisfaite de cela, qu'on valorise aussi bien le travail de nos enseignants. Donc, ça match. Donc, du coup, les deux matchs. Mais effectivement, si jamais j'étais dans un environnement, on me disait, bah non, je veux simplement que tu fasses des modules de formation, que tu construises des modules les uns après les autres, toi, par exemple, bah, évidemment, ça matcherait pas avec mon Ce que objectif, tu entre es. guillemets, mes appétences. Donc là, Mm. il y aura un souci. Par contre, d'autres personnes qui vont être beaucoup plus, qui vont vraiment aimer ce côté construire, mettre les mains dans le cambouis, tu vois, voilà, ces personnes se retrouveraient davantage peut-être dans des entreprises, dans des boîtes même, qui Mm. construisent vraiment des formations à distance, des expériences de réalité virtuelle, des choses comme ça, tu vois, par exemple. Il y a pas de souci. Enfin, les Oui. deux sont totalement légitimes. Et comme tu l'as dit, ben ouais, on a chacun notre personnalité. Dans l'idéal, effectivement, faire une analyse de son profil et puis essayer de faire matcher avec aussi que tout le monde s'y retrouve, hein, que l'ingénieur pédagogique s'y retrouve, que l'institution s'y retrouve, que les enseignants. Enfin, c'est l'idéal. Alors ouais, c'est une vraie réflexion et je te rejoins là-dessus. Oui. Ouais. Mais et je dirais que là, tu as très bien mentionné le fait d'avoir, de répondre finalement à des attentes de l'institution. Mais il y a aussi, c'est toujours le niveau macro, mais au niveau micro, qui est toi finalement. Que tu Mm. sois, quand tu as été monsieur Mister Moodle et aujourd'hui tu es Mister IA, mais tu t'éclates en fait, tu t'es autant éclaté à être Ouais, Mister Moodle qu'à être Mister IA parce que tu es aligné avec ça. Tu es un cyberpunk aujourd'hui. Mais parce que on Mm. en a discuté, t'aimes ça en fait. Ouais. C'est l'identité professionnelle de Julien Maurice, elle est cohérente avec le rôle, les fonctions, les attributions de Mister IA. Et c'est ça le plus important. Ouais, Euh, faut être OK avec ça, et effectivement, ouais. mm. Et c'est le plus important, c'est d'avoir ce temps de questionnement. Enfin, je vais faire le mec, le templier de la réflexivité, mais il y a cette idée-là, c'est d'être capable de se poser la question, est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que finalement l'activité que j'exerce, eh bien, correspond à la perception de l'identité que j'ai, de mon identité professionnelle et celle que je veux avoir? Et, et donc, tant que tu l'as, ben c'est super. Moi, je dirais que, tu vois, Ouais. actuellement, Mister Portfolio, j'aime pas du tout. Si on m'avait dit qu'un jour je referais du portfolio, j'aurais jamais cru parce que je faisais partie des étudiants qui considéraient ce dispositif comme quelque chose de complètement inutile. Et il a fallu, en fait, qu'on me le donne un peu contre mon gré. On va dire, j'ai accepté, mais j'y croyais pas trop. Mais c'est en me plongeant dedans et en voyant d'autres qu'il était possible de faire autrement que je me suis dit, OK, on peut vraiment faire un truc cool. Et comme c'était super bien passé avec les étudiants, je m'étais dit, bah, OK, on va essayer de montrer autre chose.
Et c'est là que je rentre dans le circuit de valorisation dont tu parlais, que finalement, dans le métier d'ingénieur pédagogique, eh bien, derrière le métier, il peut y avoir plein de postures, plein de philosophies, plein de paradigmes, et que le plus important, c'est que chacun puisse trouver dans un premier temps ce qui lui convienne, et ensuite, comme tu l'as dit, le cultiver et donc le valoriser. Ouais. Et plus on pourra le valoriser, bah, plus aussi on pourra donner à voir aux enseignants et qu'ils puissent se positionner pour se dire, bah, nous, on a besoin de ça, ça ou ça. Et ça sera, ça ne pourra, je l'espère, que renforcer et faciliter nos relations de travail. Ça, c'est une vision assez idéaliste, mais je pense que on fait pas ce métier-là par hasard, en tout cas en université. Ouais, Mm. tout à fait d'accord. Ouais. Bah alors, bon, je crois que je t'ai un peu retenu. Ouais, J'ai l'habitude, franchement, de laisser le mot de la fin aux invités. ouais. Donc, quelle conclusion tu pourrais apporter? Tu as carte blanche. Comme conclusion, non, ben, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Moi, j'ai voulu donner quelques conseils, encore une fois, qui sont Hmm. de manière très humble. Hein. Je veux surtout pas faire penser que j'ai la vérité absolue sur voilà comment s'épanouir dans ce métier-là. Mais effectivement, ma conclusion, c'est que voilà, comme tu l'as dit, on a tous notre singularité. Et d'essayer de. Ce métier, là, ce qui est top avec ce métier, c'est que il est multifacette. Encore une fois, on peut le façonner vraiment à sa manière. Moi, au cours de ma carrière, il s'est transformé beaucoup ce métier. Hein. Franchement, ça n'a rien à voir avec ma pratique d'origine. Mais voilà, tout dépend aussi de son degré de maturité. Euh, et je dirais, ben, la conclusion, c'est que voilà, faites-en un petit peu quelque chose qui vous ressemble. Et je pense que ce luxe-là qu'on a dans l'enseignement supérieur, je pense, c'est qu'on a cette autonomie qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs. Donc, c'est aussi ce qui fait la valeur, je trouve, de ce métier. Donc, voilà, profitez-en. Et voilà, pour les auditeurs, surtout, mettez en avant aussi votre différence par rapport à ce métier. Et je pense que le cercle vertueux sera peaufiné, entre guillemets, et fonctionnera, quoi. Voilà pour ce mot de la fin, hein, qui était plus qu'un mot. Merci beaucoup, Julien. Merci Diane, à très bientôt.